Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous préférer une fois encore pour vous informer sur l'actualité qui demeure toujours dense à travers le monde entier. Nous abordons dans votre émission Émergence de ce jour ce thème, la lutte contre la corruption en période de Covid-19. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Notre invité déjà en plateau, Fabrice Ebé, il est bien sûr docteur et le directeur général exécutif de Lance Togo. Avec lui, il faut dire également qu'il est expert anticorruption, contact national de Transparency International. Avec lui, nous allons devoir aborder ce thème sous cet angle aussi précis, concis et clair. Bonjour, docteur Francis Ebé. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. Oui. Parfait. Merci d'avoir honoré notre plateau. Alors, d'entrée de jeu, quand on parle de la corruption, en 1, 2, 3 mots, de quoi il est question? Non, généralement, quand on nous dit en 1, 2, 3 mots, il est difficile de dire parce que c'est toute une théorie, la corruption. Voilà. Bon, il y a d'abord la corruption au plan, vous savez, la Banque mondiale, il y a au plan économique. La Banque mondiale a fait une définition. La corruption, c'est le fait, par exemple, pour un agent qui a un mandat, de détourner ce mandat à son profit personnel. Donc là, limiter là, c'est que la corruption, c'est juste la corruption des agents publics qui est retenue. Maintenant, Transparency International a fait une définition que je représente, d'ailleurs, a fait une définition claire. C'est que c'est le fait, par exemple, pour quelqu'un qui a un mandat, n'est-ce pas, de détourner ce mandat, qu'il soit en privé ou dans le secteur privé ou dans le secteur public. Donc ça veut dire que là-bas, vous avez une délégation parce que vous êtes chargé d'une mission spécifique. Ensuite, vous avez détourné, outrepassé cette mission pour votre intérêt personnel. Là, ça fait la corruption. Et cette définition de Transparency International englobe plusieurs éléments parce que ça englobe à la fois la corruption dans le secteur public, la corruption dans le secteur privé, et je crois que c'est plus englobant la définition de Transparency International. Parfait. Nous allons nous intéresser maintenant au sujet d'une façon beaucoup plus concrète. Alors, que disent les directives, bien sûr, en temps de crise sanitaire, comme ce que nous vivons depuis près d'1 an déjà? Bon, disons que l'ONUDC, qui est l'Office des Nations Unies de lutte contre le crime et la drogue, qui abrite le secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies de lutte contre la corruption, a mis en place des directives. Et des directives pour permettre aux États une meilleure gestion de la pandémie de Covid. En fait, il y a 8 recommandations. D'abord, c'est que les États sont invités à établir des critères clairs et des objectifs transparents pour la qualification des destinataires. Ça veut dire qu'il y a des mesures, la pandémie est là, vous voulez distribuer les fonds, vous voulez faire des programmes de soutien d'urgence, il faut établir des mécanismes clairs. La deuxième recommandation, c'est qu'il faut évaluer. Il faut procéder à une évaluation des risques. Quand on veut, par exemple, distribuer de l'argent, il faut évaluer les risques. Quelles sont les méthodes en place et quelle est la méthode la plus appropriée. Par exemple, si on veut distribuer de l'argent, est-ce qu'il faut remettre l'argent, par exemple, à un individu qui va remettre à un autre jusqu'à on a 10 intermédiaires, ou bien nous voulons mettre en place un système électronique par lequel on distribue de l'argent et que ça touche directement les bénéficiaires. Donc, il faut évaluer ces méthodes-là. Et je crois qu'au Togo, on avait mis en place les méthodes, le programme Novici. Oui, ce que nous allons bien sûr aborder. Voilà. Ensuite, il faut mettre en œuvre des procédures administratives simplifiées. Oui. Ou les plateformes dans lesquelles on publie les informations pour que les citoyens aient accès. Mais le plus souvent, si on veut comparer les directives et ce qui se fait dans certains pays, c'est que les pays ont juste mis en place les mesures d'urgence, les mesures de couvre-feu. Mais ce que la directive réclame, c'est qu'on mette en place tout ce qui a été fait, que ce soit les mesures juridiques, les tests qui ont été pris, les rapports de gestion, les rapports narratifs de gestion, les rapports financiers audités. Je pense que la directive demande à ce qu'on ait tout ça là sur le site pour informer les citoyens. Ensuite, je ne vous ai pas coupé, mais ce qui veut dire que les citoyens doivent être informés de ce qui se fait en ce temps précis-là. Oui, on ne peut pas que dicter les lois, il faut faire couvre-feu, il faut faire ci, il faut faire ça, et ça s'arrête là. Non. Les citoyens doivent être informés, ils doivent suivre toutes les mesures prises, doivent être traçables. C'est pour cela que même les lois
les rapports de gestion. On demande même à ce que les rapports d'audit ou les rapports financiers soient mis en ligne pour permettre aux gens d'être informés. Et vous savez, le problème, c'est que les États qui n'ont pas mis en place ce système en ligne, ils seront pénalisés. Vous savez, moi, je travaille pour une agence d'évaluation. Les gens qui sont aux États-Unis ou au Japon, qui font les institutions de notation, qui notent, il ne faut pas venir, par exemple, au Bénin, au Cameroun ou au Togo, avant d'avoir les documents. Puisque la directive dit qu'il faut publier. Donc, ça veut dire que les États ont intérêt à mettre en ligne toutes les mesures qui ont été prises afin de faciliter le travail des agences de notation pour ne pas être pénalisés, avoir des mauvais classements. Ensuite, c'est qu'il faut aussi mettre en place, intégrer les TIC dans la gestion. Ça fait aussi, je crois, la 4e recommandation. Donc, intégrer les TIC. Les TIC, par exemple, avec le programme Novici, qui est une porte-monnaie électronique. Il y a aussi des systèmes au Sénégal, les systèmes de traçabilité de la gestion des fonds. C'est-à-dire qu'on a mis en place un système où on étiquette toute dépense Covid. Ça fait que quand ça rentre dans le système, dans la journée, on est en mesure de sortir le rapport financier journalier. Parce que toutes les dépenses sont étiquetées et on peut interroger le système et chaque jour, on sort, n'est-ce pas, le rapport financier. Donc ça aussi, il faut intégrer l'éthique. Il faut intégrer aussi l'éthique. Par exemple, les e-procurement, c'est-à-dire que c'est la dématérialisation de l'offre. Ça veut dire que c'est les commandes numériques. On peut faire les achats en ligne, les centraliser, les appels d'offres, les contrats, tout doit être quelque part centralisé en ligne. C'est aujourd'hui les mécanismes qui sont recommandés par la directive de l'ONUDC. Oui. Il faut aussi développer, mettre en œuvre des mécanismes d'audit et de contrôle. L'ONUDC a mis un accent sur le fait que les organes anticorruption doivent être intégrés dans la prévention de la corruption en amont. Et ensuite, il faut que les cours des comptes, les inspections générales des finances dans les pays soient invités à réaliser des audits des dépenses. Il faut développer aussi et mettre en œuvre des plans d'urgence. Ça, c'est la 6e recommandation. Et en 7e, c'est qu'il faut intégrer les plans de gestion de risques dans les systèmes nationaux de planification. Vous savez, il y avait eu la grippe espagnole, je crois que ça fait 20 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la pandémie. Ça veut dire d'ici 20 ans, il peut y avoir encore une autre pandémie. Nous devons documenter quelles sont les leçons apprises, les défis, les challenges dans la gestion de cette crise. Documenter cela, qu'est-ce que nous avons atteint, quelles sont les mesures qui ont été prises, et puis élaborer des plans de gestion à la base de ce qui a été fait pour garder pour les générations présentes et à venir, pour qu'un jour, s'il y a pandémie, les gens ne te retrouvent pas encore recommence pas à zéro, qu'il y ait un héritage qui soit laissé. Je crois que ça, c'est ce que les directives disent. Je pense que moi, j'ai fait la revue de beaucoup de mesures prises ainsi qu'au Togo, on pourra en parler. Oui, on va en parler, bien sûr. Les États ont essayé, tant bien que mal, de respecter les directives. Parfait. Justement, parlons de ces mesures de gestion, celles-là que vous avez eu, bien sûr, à énumérer dans les directives. Alors, quand on parle, bien sûr, de ces mesures, dans le monde, d'une façon beaucoup plus ramassée, quelle analyse vous faites de la situation ? Bon, disons que le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé avait déclaré que l'épidémie de Covid était devenue une pandémie. Et dans beaucoup de pays, il y avait beaucoup de mesures qui ont été prises, notamment il y avait les filets sociaux, économiques, les filets de sécurité économique qui avaient été prises. C'est-à-dire, on protège des mesures pour protéger les citoyens, les travailleurs, les entreprises. Il y a la mobilisation des ressources institutionnelles et humaines, les laboratoires, les masques qui avaient été acquis dans certains pays distribués gratuitement. Il y avait les médicaments, la prise en charge des malades. Dans certains pays, on a mis en place des mesures de soutien psychologique. Parce qu'avec le confinement, ailleurs, les gens ne sont pas habitués à rester à la maison. Et donc, pour éviter les troubles mentaux, il fallait, n'est-ce pas, mettre en place la prise en charge psychologique. Mais au Togo en particulier, vous savez que le 1er avril 2020, oui, le président de la République avait fait un discours à la nation. Oui. Et dans ce discours, il avait décrété l'état d'urgence de 3 mois et puis avait annoncé la prise de beaucoup d'autres mesures
notamment le les mesures couvre-feu juste le sécuritaires, lendemain. le couvre-feu, les mesures sanitaires, avec le temps, l'obligation de port des masques. Il y avait aussi des mesures juridiques. Donc, les mesures juridiques qui couvraient à la fois le fait qu'il y avait l'état d'urgence qui avait été voté par l'Assemblée nationale, et ensuite, il y avait la réhabilitation du gouvernement à prendre les mesures par ordonnance. Et quand vous voyez, j'ai fait la revue des textes, vous avez plus de 27 décrets, 3 présidentiels, vous avez des décrets de Premier ministre, vous avez plus de 67 arrêtés. Il y a eu une abondante réglementation. Tout un amarda Et heureusement que ça a été rassemblé dans un document, dans un guide qui est disponible. Il y a aussi des mesures socio-économiques. Oui. Donc, avec le soutien aux entreprises, aux ménages, le programme Novici. On a vu l'électricité aussi, Voilà, où on accordait les mesures où les tranches sociales, par exemple, en électricité. L'eau était gratuite aux bonnes fontaines et autres. C'est ça. Et il y a aussi des mesures de coordination. Parce qu'on a mis en place une unité de coordination. Il y a même un comité qui s'occupe de la gestion du matériel et de l'équipement de la riposte. Et vous avez une commission spécialisée de passation des marchés où tous les appels d'offres, etc., sont centralisés, les contrats. Je pense que dans un comité de suivi. Donc, de manière globale, les États africains ont quand même réagi positivement à la crise en prenant des mesures. Et Dieu merci que je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a totalement évité la maladie, mais on a pu la contenir. La contenir comme ça se doit. On voit un peu les résultats sur les terrains Sahel à travers différents pays, bien sûr, en Afrique. Mais il y a un problème. Aujourd'hui, on se dit, est-ce que les fonds alloués à la riposte dans plusieurs pays à travers le monde, en particulier en Afrique et au Togo, par exemple, ces fonds étaient... Vous voyez ce que je voudrais dire? Bien géré. Pour le citoyen, c'est ça. Oui. Non, disons que... Il y a tout un débat derrière. Il y a tout un débat. Mais ce que je veux dire, d'abord, il faut d'abord féliciter les autorités, les autorités des pays africains pour le travail qui a été fait. Il faut féliciter, n'est-ce pas, le corps médical et les agents de santé. Parce que quand l'épidémie avait commencé, tout le monde avait peur. On ne savait pas où on allait. Donc, je pense qu'ils étaient au front, au risque de leur vie pour nous protéger. Bon, maintenant, en ce qui concerne la gestion des fonds, il faut dire que de manière, pour être un peu objectif, on ne peut pas parler aujourd'hui, affirmer ou infirmer qu'il y a une mauvaise gestion tant qu'il n'y a pas des rapports d'audit audités. Donc, moi, en tant qu'expert de ces questions, ce que je peux dire, c'est que l'Afrique peut mieux sortir de cette crise-là en intégrant les principes de transparence et d'intégrité. Et vous savez que le FMI, le Fonds monétaire international, a publié les directives, quelques bonnes pratiques sur la gestion des fonds Covid en Afrique. Et heureusement qu'au Togo, le programme Novici fait partie des bonnes pratiques qui ont été retenues par le Fonds monétaire parce que ça permet une traçabilité dans la gestion des fonds. Oui. Mais en Guinée aussi, il y a aussi une bonne pratique qui a été retenue, qui est l'utilisation, par exemple, du guichet unique du Trésor pour la gestion des fonds Covid. Et puis, ils ont mis en place un système où la Cour des comptes a élaboré les directives, a renforcé les capacités des gens pour permettre une meilleure gestion. Au Burkina Faso, eux, c'est les pays des hommes intègres. Vous savez, ils ont mis l'accent sur le contrôle. Parce que les fonds Covid sont contrôlés mensuellement par, n'est-ce pas, l'autorité supérieure de contrôle de l'État et l'inspection générale des finances. Et puis les rapports... Et c'est contrôlé comme ça se doit Oui, audité. De façon si efficiente et efficace. Audité. C'est contrôlé chaque mois. Et puis après 6 mois, ils font les audits et les rapports d'audit sont publiés. Oui, ça c'est clair. Et au Sénégal, eux, ils ont mis en place un système de traçabilité même des fonds. C'est ce que je disais au départ. Ils ont mis en place un système où les dépenses sont étiquetées en telle sorte que chaque jour, ils peuvent vous sortir le rapport journalier des fonds qui sont décaissés et puis aussi
c'est soumis... On ne peut pas peut-être le lendemain nous dire qu'on a peut-être utilisé 100 millions du moment où c'est 50 millions non, qui... Non. Tout est étiqueté. Tout est étiqueté. Mais je pense qu'au Togo aussi, quand j'ai lu les tests, on a prévu un système de centralisation de toutes les dépenses. Donc ça veut dire que les dépenses, vous savez, c'est à travers les ministères. Maintenant, il y a un système de centralisation au niveau du Trésor. Donc je pense que le système est là. Et quand on va rentrer dans les systèmes aussi de passation des marchés, etc., vous verrez que les mécanismes théoriques, juridiquement, pour la transparence existent également dans nos tests. Mais au Gabon, la bonne pratique, c'est que les fonds Covid ont fait l'objet d'une enquête parlementaire. Donc, le Parlement a mis en place un comité composé du parti au pouvoir et de l'opposition, et les comptes Covid ont fait l'objet de l'enquête parlementaire et les résultats de l'enquête ont été publiés. Donc, et ça a été retenu, tous ces cas dont je viens de parler ont été retenus comme des cas de bonne pratique dans la gestion des fonds de Covid-19 en Afrique. Voilà. Parfait. Vous, dans votre développement, vous avez eu à mentionner le nom du Togo qui a été l'un des pays qui a marqué à travers certains mécanismes mis en place. C'est là, dans cette riposte-là, dont je vais nommer Novici. Novici, pour vous, une réussite? Bon, disons que moi, je parle en tant qu'un expert qui se base sur les tests. Si on se base sur les tests, vous allez voir que le programme Novici fait l'objet, si vous lisez l'article 10 du décret numéro 2020-053 PR, ça prévoit un mécanisme clair de gestion des fonds Novici qui rassure celui qui le lit. Parce que on a mis en place un système où on fait d'abord une demande de déblocage qui est faite par le ministère en charge de l'économie numérique. Cela est transmis au ministère des Finances, qui approuve ou qui peut rejeter. Si le ministère des Finances approuve, envoie au Trésor. Si maintenant le Trésor fait qu'on a ouvert 2 comptes, 2 sous-comptes sous le compte, le guichet unique du Trésor. Et c'est 2 opérateurs qui sont bénéficiaires. Il y a Move et puis Togocom. Donc, on envoie directement les fonds là-bas et ces opérateurs-là gèrent les fonds en envoyant l'argent directement sur le compte, le porte-monnaie électronique de chaque bénéficiaire. Vous comprenez? Donc, ça fait que... Et il est dit dans les tests, dans ce décret, que le ministre en charge de l'économie et des finances fait des rapports, des états consolidés sur l'exécution des opérations. Ça veut dire que chaque mois, ils font les états consolidés, ils envoient au ministère des Finances qui contrôle. Donc, et puis vous savez, c'est un système électronique. Si l'argent est envoyé, si l'argent est envoyé à moi, par exemple, ça va sortir mon nom, ça va sortir mon numéro de téléphone, on peut suivre. Il y a un système de traçabilité. Pour auditer un système comme ça, c'est très facile. Donc, pour le moment, je pense que c'est un système qui a été reconnu comme une bonne pratique et je pense que c'est... Nous, on encourage les systèmes électroniques. Donc, vous savez, la lutte contre la corruption, il faut mettre en place tous les systèmes économiques. Par exemple, la passation des marchés publics, on appelle ça e-procurement. E-procurement, c'est-à-dire la passation des marchés publics numériques. Donc, ça permet une traçabilité de toute la Garde le fil. On va devoir marquer une pause de quelques minutes pour le journal. On se retrouve dans la deuxième partie de cette émission Émergence qui se joue à bord de ce thème avec notre invité. La lutte contre la corruption en période de Covid-19. Une pause. On se dit à bientôt.